Salut les amis et bienvenue sur ce 15e épisode de Tipeee and Friends. Lorsque j'ai commencé ce podcast, je n'avais pas un thème particulier, mais surtout l'envie de discuter avec des personnes que je voulais mettre en avant ou que je ne connaissais pas forcément mais qui avaient beaucoup de choses à dire, des activistes de l'underground ou alors des artistes qui évoluent dans l'ombre. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de quelqu'un qui est très important par rapport à l'underground du métal en Algérie, la scène dont je viens. Il est temps pour moi donc de recevoir Redouane Aouamer, qui est ce que l'on pourrait appeler le godfather du métal extrême, du métal tout court pour certains, en Algérie. Redouane et moi nous connaissons depuis plus de 25 ans, donc on se connaît assez bien et on connaît le parcours de chacun, donc ça va être un échange assez intéressant. Je pense qu'on va pouvoir discuter avec Redouane de son apprentissage, de son évolution, de son implication au niveau de la scène locale et comment il a réussi à partir de son rêve d'adolescent et créer des groupes et des projets qui lui ont permis de s'exporter, de voir du pays, de faire des tournées en Europe. Je vais laisser Redouane se présenter, parler un peu de tous ses projets qui sont plus ou moins cultes au niveau de la scène algérienne, mais que pas mal ont dû lire les noms dans la presse underground de l'époque, car Redouane était très actif à ce niveau-là. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour le soutien et le support que vous apportez au podcast. Et donc, si vous voulez continuer à m'aider, comme d'habitude, le partage, le like, ce que vous voulez. Vous pouvez participer à la cagnotte également, ça peut aider à financer le podcast. En attendant, je vais vous laisser avec Redouane et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut! Saha Redouane, ça va? Saha Rachid, ça va et toi? Bien? Ça va. Alors, je suis content de t'avoir dans le podcast. Super. J'espère qu'on aura le temps de couvrir un sacré paquet de choses parce que tu as beaucoup de choses à raconter. Super. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser le soin de te présenter ton parcours, qu'est-ce que tu as fait au niveau de la scène métal. Et comme ça, ils vont avoir une idée de pourquoi je t'ai invité. Eh ben super. Donc c'est Redouane Aouamer. Donc musicien d'Algérie, vocaliste métal depuis plus d'une trentaine d'années. Donc on a commencé dans le début des années 90. Donc j'ai joué au début avec le groupe Néandertalia. C'était l'un des premiers groupes de métal en Algérie. J'étais le bassiste. Après on a formé l'ITAM. Donc avec l'ITAM, on a sorti le premier album aussi de métal en Algérie. On a fait des concerts, on a fait beaucoup de choses dans la scène. On a joué aussi en Europe. Donc après, j'ai fait aussi partie de Carnavage. On a fait du grindcore. Aussi, j'ai fait partie de Devast. Et suite à ça, j'ai fondé les Lahel en 2010. Et voilà, donc avec les Lahel, on a fait des tournées, on a fait des concerts, plein de dates, des albums, donc sorti des albums, un EP. Et récemment, donc j'ai lancé un projet solo sous mon nom, donc le projet s'appelle Redouane Aouamer tout simplement. Et j'ai sorti un single black metal, voilà. En résumé, c'est mon parcours artistique, voilà. Très bien. Moi, j'aime bien expliquer un petit peu les connexions qu'il y a avec mes invités. Donc, tu as cité Néandertalia, qui était l'un, si ce n'est le premier groupe de métal au sens propre du terme en Algérie. Moi, mon premier concert de métal de toute ma vie, c'était un concert de Néandertalia. C'était lequel? C'était celui de CD Fridge. Le fameux concert de CD Fridge, d'ailleurs, c'était notre dernier concert avec Néandertalia, parce qu'après, on a formé l'ITAM. Oui. Donc, avec le concert, c'est un concert, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc, oui, alors, déjà, vous n'avez pas pu finir le concert. Voilà. C'était en 96, en plein terrorisme. Donc, en plein couvre-feu. Donc, on a joué pendant le couvre-feu. Et donc, c'est un concert, donc il s'est
passait dans un théâtre de verdure. Et donc, il y avait de l'ambiance, les jeunes commençaient à pogoter, commençaient à slammer, et commençaient à tirer avec les canettes et tout. Et les gendarmes, ils avaient pas compris. Donc, ils avaient pas compris, ils croyaient que c'était la bagarre, ils croyaient que les gens étaient en train de se battre. Et moi, nous, on était en train de jouer tranquille. Et je vois un gendarme qui débarque sur scène avec un gros chien. Là, il me dit, dis à ton chanteur, il faut arrêter le concert, c'est fini, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, j'avais rien compris et je disais à Samir, hé, Samir, arrête. Et donc, on était obligé d'arrêter. Après, on leur a expliqué que c'était comme ça, que ça se passait comme ça. Ils ont rien voulu savoir. Donc le concert s'est arrêté, donc on a fini sur la plage, donc à la Belle Étoile, donc on a dormi à la Belle Étoile et faut expliquer que pendant le couvre-feu, donc ils ont arrêté le concert, ils ont mis tout le monde dehors, mais on pouvait pas circuler dans la rue, ni rentrer chez soi. On était dans le complexe parce que c'était à Sidi Ifrane. Sidi Ifrane, c'est un complexe touristique. Donc on était sur la plage, on était dans le complexe, donc qu'on pouvait pas sortir jusqu'à 5 heures du matin, c'était à 5 heures du matin. Oui, c'était ça. Entre minuit à 5 heures du matin. Et donc voilà, bon, c'était l'ambiance aussi, on était jeunes, donc la plage, c'était l'été. Ça fait passer la pilule. Voilà. Ça reste un super souvenir. Je me rappelle de quelques morceaux que vous aviez joués en plus des compositions du groupe. Vous faisiez du Sepultura, vous faisiez du Paradise Lost, vous faisiez du Metallica. Que des classiques et je pense que vous deviez jouer aussi du grunge aussi à la fin. Un petit peu, parce que Samir aussi il aimait bien un peu de Pearl Jam et tout. Pearl Jam, Soundgarden, je pense. Soundgarden, ouais, c'est vrai. Il y avait aussi en première partie, il y avait un groupe de grunge. C'était mes potes de lycée, donc voilà, il y avait Fares Kamel, Mehdi, non, il y avait pas Mehdi, si, je pense, Mehdi, ouais. Je pense, ouais. Mais c'était une superbe ambiance, quoi. C'est bon, à la mode. C'était le grunge qui était à la mode à l'époque, en 96. Et il y avait une très très belle ambiance. On va dire, c'était les années d'or du métal. Je pense en Algérie et dans le monde aussi. Il faut se le dire, quoi. Oui, c'était une ambiance particulière. C'est à ce concert que ça m'a donné envie moi-même de commencer à faire du métal. J'en écoutais. Alors moi j'étais isolé, j'écoutais du métal avec mes potes du lycée, mais on n'avait pas de contact avec vous, avec votre cercle et j'avais des a priori, moi je me disais on peut pas faire du métal en Algérie, c'est compliqué. Et en fait quand je vous ai vu, j'ai fait purée, j'ai envie de faire ça moi aussi. Et si eux peuvent le faire, il faut que je me donne les moyens de le faire aussi. Tu l'as fait et tu le fais toujours et c'est une bonne maladie. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Nous aussi on y croyait, c'est-à-dire nous on voyait ça à la télé, il y avait des émissions Headbangers Ball, Metala, Metal Express et tout. Donc on voyait aussi les groupes sur scène et donc ça nous faisait rêver, quoi. Bon, à l'époque on savait pas comment ça se passait, on savait pas, c'est-à-dire on connaissait pas le milieu artistique, on pensait que tu joues dans ton garage et tu fais une scène, après tu deviens Metallica, tu vas avoir un impresario qui va te contacter et qui va s'occuper de toi. Voilà, on y croyait. Toi, tu vas avoir que écrire ta musique et jouer, quoi. Voilà, le coup de téléphone là qui va venir. On vous engage, on vous paye tout, c'était le rêve, quoi. C'était le charme de l'époque, quoi. Ça nous faisait rêver.
On a commencé avec des petites scènes, on y croyait, on a enfoncé des portes. On a ce qu'on a fait aussi. On était engagé, c'est-à-dire on essayait de chercher les concerts, on essayait tu vois, on n'attendait pas que ça vienne, tu vois. Oui. On était les premiers. Il y avait personne avant nous, donc on n'avait aucun modèle et on faisait les choses instinctivement et on enfonçait des portes. On allait, je sais pas moi, quand on voulait par exemple faire un concert, on allait voir des restaurants, on allait voir des salles des fêtes, on allait même à l'époque c'était très difficile. Il y avait beaucoup on va dire beaucoup de problèmes, beaucoup de la situation sécuritaire, mais on y allait quoi. On n'en avait pas peur. On y croyait. Je sais pas si. C'est quand tu es dos au mur et que tu te dis si je fais rien, il va rien se passer, Ouais. que tu provoques les événements. Voilà, tu provoques les choses. Même si parfois c'est maladroit, mais on le faisait. Je sais pas moi, des fois à l'époque en 96, 17, je trouvais des numéros de téléphone là sur les magazines. J'appelais, je leur disais que nous on était d'Algérie, qu'on voulait faire des concerts, des trucs, je sais pas moi, un peu fou quoi, mais Au culot. voilà, au culot, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, quoi. Oui. Bon, ça c'est un autre débat, donc On y arrivera après. voilà, c'est le débat. Donc, j'aimerais que tu me racontes comment tu as commencé à écouter du métal, par quel biais ça arrivait dans ta vie, Ouais. et que tu me parles de tes premières découvertes. Mhm. Je Bon, au t'en prie, vas-y. début, voilà, bon, j'étais très jeune. Il y avait mon grand frère qui écoutait Scorpions, Motorhead. Il y avait l'espèce de disque là de l'album Blackout des Scorpions. Et à la fin, donc, je mettais la chanson la Blackout et à la fin, il cassait. J'attendais le moment, il criait, il criait, il criait. Après, il cassait une vitre. Et moi, Oui. je commençais à l'imiter. Donc, bon, j'ai pas cassé de vitre. Voilà. Et donc, ça m'est resté dans la tête. Il y avait aussi mon frère aussi avait le fameux live de Motorhead, le live Till Hammersmith de 81. Donc, c'était en C'est cassette. Hammersmith. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Voilà, c'était une cassette noire, je l'appelais la cassette noire, donc je faisais défiler, je commençais à crier, crier, crier comme Lemmy. Donc ça me défoulait. Et bon, quelques années plus tard, donc on va dire 88, 89. Donc je me suis mis à écouter Scorpions et aussi AC/DC. Donc c'était, on va dire, à partir de là que tout a commencé. Donc j'ai commencé avec, il y avait aussi l'album Razor's Edge, il y avait tout ce qui est venu vers la fin des années 80. Et là, bon, quand on commence, donc on commence toujours à l'époque, hein, on commençait avec le hard rock, donc après on commence Ouais. à découvrir des trucs plus heavy, après on va vers le thrash, donc Metallica, Slayer et tout le reste, et après on commence à entrer dans les fins fonds, donc on commence à découvrir le death metal, le black metal et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc c'était, on va dire un process logique. Notre génération c'était comme ça, donc tu commences avec les gros classiques et tout, après tu vas vers l'extrême. Donc voilà, donc ça me plaisait beaucoup. C'est un univers qui m'a fasciné et qui me fascine toujours. Je sais pas, moi ça me fait rêver, ça c'est autre chose quoi, ça je sais pas pour toi comment tu vois les choses. Ouais, j'aime bien cette citation. C'est un truc qu'avait dit Rob Zombie. Ouais. Il a dit personne ne découvre Slayer un été, écoute ça juste un été et puis ça et passe à autre chose à la rentrée.
Ça, c'est vrai. La plupart qui tombent dans cet univers, le métal, le hard rock, le heavy metal et le métal extrême, de façon générale, c'est une passion qui te dévore, hein, qui te prend aux tripes. Ouais. Et je sais pas, c'est par étapes. On dirait qu'il y a des engrenages qui se mettent en relation et ça clique à un moment. Et tout s'explique dans ta tête. Tu sais pourquoi tu aimes ça, tu sais pourquoi tu veux en faire. Ouais. Et après, tu as un besoin d'écouter, Tu as un besoin d'en voilà. faire. C'est vrai. Même si avec l'âge, ou même quand tu te mets à faire de la musique, ce qui est très encouragé, c'est d'écouter des choses très diverses et variées. Tu vas écouter d'autres styles de musique. Tu vas pas pouvoir rester qu'à écouter du métal, sinon, enfin, je pense que c'est faisable, mais c'est dommage de passer à côté de certaines choses. Néanmoins, il y a toujours comme un magnétisme qui te ramène au métal, qui te ramène à écouter certaines choses qui sont aussi liées à une certaine partie de ta vie aussi, hein. Quand tu réécoutes certains albums, tu te replonges dans l'ambiance de quand tu as écouté ça pour la première fois. Et tu revis le moment, et je pense que c'est ça aussi qui est cool avec cette musique, qui est magique. Voilà, donc, et je pense que, comme pour toi, nos parents ne comprenaient pas forcément ce style de musique, mais ils nous ont jamais vraiment empêchés d'en écouter ni dissuadés. Au contraire, ils nous encourageaient, ils nous achetaient les albums, je pense que c'était le cas pour toi aussi, par exemple, parce que les albums n'étaient pas accessibles ici, donc tu faisais toujours ta petite liste des albums que tu avais vus dans les magazines. Des fois tu achètes de la merde et tu sais pas que tu as acheté de la grosse merde. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc parce qu'on n'avait pas on n'avait pas comment écouter, tu vois. Donc tu avais la chronique, tu avais la pochette. Et donc c'était des fois au pif, donc j'ai une bonne anecdote avec ça, et c'est lié à un truc qui m'est arrivé il y a quelques temps. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de trouver le vinyle de The Gallery de Dark Tranquillity. Et donc j'ai acheté le vinyle, je l'ai mis, et je racontais à ma compagne comment on a découvert cet album à l'époque. Donc à l'époque, avec Bilal, que tu connais bien, notre et d'autres potes comme Sid Ahmed, je sais pas si tu t'en rappelles. Donc Sid, notre truc, c'était de prendre les magazines quand on pouvait en avoir, prendre les magazines et aller direct sur les pubs. Alors c'était les pubs Osmose ou Adiposer, et on regardait les pochettes, et en fonction de la pochette, on se disait bon, ça va être un album qui tue, ça a l'air d'être un album nul. Et quand on est tombé sur Dark Tranquillity, on a vu donc cette perspective. On a dit bon, ça c'est bizarre. Il y a pas de squelette, il y a pas de personne, il y a pas de cadavre, il y a pas l'espace. C'est un peu bizarre. Ça a l'air d'être un télo, mais bon, c'est classé death metal. Ça peut pas être trop un télo non plus. Et puis on lit pour les fans de At the Gates. Et At the Gates, on avait déjà lu le nom. On avait lu que c'était la nouvelle vague suédoise mélodique de l'époque. Et donc on s'est dit ah ouais, si c'est comme At the Gates, il y a peut-être des guitares comme dans Iron Maiden, donc ça peut être intéressant. Un an passe, on n'avait eu que ce contact, et Bilal donc est venu vivre en France, et il était dans un magasin de disques ici, où je pense qu'il était à la Fnac. Je lui poserai la question quand je le verrai. Il est passé devant la pochette et il s'est dit ah oui, c'est celui-là dont on parlait à Alger il y a un an. Bon, il est à combien? Je vais l'acheter, je vais l'emmener pour que les copains l'écoutent. Et bien sûr, on avait adoré, parce qu'il est quand même spécial cet album. Dans la discographie de Dark Tranquillity, ils n'ont pas fait deux fois le même album. Ils n'ont pas pu refaire cet exploit de composer un album pareil. Mais voilà, donc c'est la petite anecdote, mais qui reflète bien l'époque, c'est-à-dire il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'accès à l'information, mais il y avait une volonté de découvrir, il y avait l'imagination qui travaillait derrière. Mais il y avait même il y a des albums, par exemple, il y a un album que j'avais vu il y a
c'était la même époque. J'avais Oui. vu la pochette et j'avais mis dans la liste. Et donc, quand quelqu'un partait, aller le chercher et tout, eh ben, je l'avais pas trouvé. Donc, ça m'est resté en tête. Oui. Il fallait que j'écoute cet album. Oui. Et donc, environ 15 ans plus tard, je l'ai téléchargé. Et donc, c'était Solitude Aeternus, je sais pas si Oui. tu connais. Ouais, Ah oui. Beyond the Crimson Horizon. Il y avait une Oui. super critique, c'était, mais tu vois, il y avait des albums, donc on n'avait pas accès, tu vois, donc Oui. c'était Ben, difficile, même dans les magasins, en tu plus, pouvais pas le, tu as pris un exemple. Solitude des Tourneaux, c'est du doom c'est du tout. épique. Ouais, donc, En plus, c'est un groupe américain qui sonne pas du tout ni américain ni et encore moins texan. ouais. Ils ont rien de texan dans leur musique. Bon, c'est Ouais, un mais groupe que pour, j'aime beaucoup. ouais, Et, je- et, je- c'est excellent. et j'aimerais savoir qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as écouté la première fois. T'as dû Non, être c'est, surpris ou non, c'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de plus extrême. oui, Mais pour te dire, le fait, c'est que je m'en suis rappelé 15 ans plus tard, c'est-à-dire parce que j'ai cherché cet album oui, et donc tu vois, donc avant il y avait pas l'action, pour te dire qu'on n'avait pas l'accès à l'information, mais on s'approfondissait dans les choses, c'est-à-dire on on décortiquait les choses, on lisait les chroniques, on voyait les pochettes, il y avait aussi l'imagination. Pour moi, Solitude Aeternus, c'était du doom death bien gras avec une grosse oui, voix et tout. Et quand j'ai écouté, bon, j'étais un peu déçu au début, oui. mais après j'ai appris à aimer parce que Solitude Aeternus c'est de la bonne quoi. Ah, C'est bien, c'est c'est bien du bon écrit, doom. ça joue très bien. Et Ouais, puis le ouais. chanteur, il est Il est exceptionnel hein, dans le excellent. Ouais, ouais. style. Ouais, c'est un groupe que je regrette de ne jamais avoir pu voir en live. Ouais. Ils sont splittés, je Et crois, non? oui, alors ça fin d'activité avec un album exceptionnel hein, et un live enregistré en Pologne Ouais, que tu peux trouver sur le net. Tu peux trouver ouais. sur YouTube. Je crois que c'est à Cracovie. Il y a tous les groupes des années 90 faisaient leur live vidéo là-bas parce que c'était moins cher. Ouais, je m'en rappelle. Il y a même The Yattering, il y avait, Oui, ouais, oui, il y il a y avait Yattering, il plein. y avait même Anathema, même My Dying Ouais, Bride. Ils ont tous enregistré un live là-bas ouais, c'est vrai, à ouais. l'époque parce que c'était moins cher et Solitude des Tourneaux, ils l'ont fait mais 10 ans après les autres. Ouais. Et c'est dommage parce que le groupe n'existe plus. Bon. Tant pis, c'est la Tant pis, vie. J'espère ouais, qu'ils se reformeront un jour. ouais. Voilà, voilà. Donc tu écoutais tes petits CD, enfin tes cassettes à l'époque, les Ouais. vinyles, les cassettes, et petit à petit t'as commencé à écouter du métal extrême. Moi je me rappelle, on se Mhm. connaissait pas encore, mais j'ai eu des cassettes à toi qui sont arrivées chez moi. Donc par exemple, la première fois que j'ai écouté Leprosy de Death, c'était Ouais, ta ouais. cassette. Ouais, je l'avais Ta acheté cassette. en Espagne, à Palma, en 92. Donc, Ouais. j'avais acheté Leprosy et Spiritual Healing. Oui. Et j'avais aussi trouvé Scream Bloody Gore. Mais bon, Mhm. quand j'avais acheté les deux, bon, donc on m'a dit non, tu as dépassé le budget et Donc je t'en voulais choisis que deux. voilà, j'ai pris les deux et ça m'est toujours resté Scream Bloody Gore, donc je voulais l'avoir et je l'ai eu quelques temps après. Mhm. Mes deux premières cassettes de death metal, c'était Decide Legion Mhm. et Death Human. Donc c'était Ouais. je pense que tu as dû aussi avoir cette cassette toi Alors, aussi. moi j'ai eu une cassette, il y avait Legion Ouais. et de l'autre côté c'était Heartwork Ouais, Artwork aussi, j'avais le CD. de Carcass. Enfin, je l'ai Ouais, ouais, toujours ouais. le CD, ouais. Et donc voilà, donc c'était la découverte. Et j'avais aussi un ami, donc Salim, qui était le chanteur du groupe Askas.
Et c'est à travers lui que je faisais les échanges, le fameux tape trading. Donc il m'a fait découvrir beaucoup de groupes comme Obituary, Autopsy, beaucoup de choses, donc underground. Il était vraiment passionné, il avait plein de vinyles, il m'enregistrait ça sur des cassettes. Entombed aussi, il m'a fait découvrir Left Hand Path, et c'est à partir de là que je me suis dit, toi, tu vas faire ça, tu vas faire du death metal, quoi. C'était vraiment impressionnant quand j'ai écouté Left Hand Path. Et voilà, donc j'ai commencé, j'ai d'ailleurs même pris des passages, il y a des passages à la fin de Left Hand Path. J'avais pris je sais pas si tu te rappelles, on mettait deux postes cassettes, l'un à côté de l'autre. Tu fais l'un tu play et l'autre tu enregistres ta voix dessus et voilà, donc j'ai fait ça avec une voix death, c'était les premiers essais de voix death. Donc c'est là vraiment c'est là le début on va dire dans le métal extrême. Et là je me suis dit tu dois vraiment c'est ça ce que tu dois faire. Voilà. Et tout de suite tu t'es mis à la basse ou à la guitare en premier? En premier, je me suis mis à la guitare, donc j'ai fait du classique parce qu'il y avait pas, donc il y avait pas d'école, il y avait rien, quoi. Donc il y avait pas de YouTube, il y avait pas de méthode. Donc j'avais une guitare, mon grand frère avait une guitare à la maison. Donc j'ai appris quelques trucs de classique, quelques arpèges, des accords et tout. Et après, donc j'avais un ami qui habitait dans le même quartier, qui avait une basse à vendre. Et donc avec la bourse d'étudiant, je me suis payé la basse. Donc à l'époque c'était 3000 dinars. C'est la basse, la fameuse basse Echo marron, la super lourde avec un manche tout bizarre. Voilà. Voilà, donc la fameuse super haute. Voilà, le son super plat. Et donc là, donc j'avais acheté la basse. C'est lui qui m'a vraiment mis on va dire le fait de devenir musicien, parce que lui il jouait bien, il jouait du blues, il joue toujours d'ailleurs, c'était un excellent guitariste, il s'appelle Reda Gasmia. Donc c'était un excellent guitariste, il a beaucoup de feeling et tout, donc on avait fait quelques jams avec la basse, il m'apprenait des trucs. Et lui, il faisait des solos. On avait même fait des petits enregistrements, donc avec le post-cassette et tout. Et après, donc, c'était le coup de téléphone. Donc, j'avais un ami qui était avec moi en classe avant. Et il m'avait dit, voilà, donc on est un groupe, on cherche un bassiste, je sais que tu as une basse, donc j'ai appris que c'est-à-dire, c'était pas, tu sais jouer à la basse, tu vois. Oui, t'as une basse. Voilà, c'était une autre approche, tu vois, donc, il y avait pas d'instrument, il y avait pas de moyens, il y avait rien, quoi, donc, voilà, donc, on a besoin de bassiste, je sais que tu as une basse, allez, viens jouer avec nous. Je lui ai dit oui, bien sûr. Donc voilà, on s'était rencontrés donc avec Samir, Mahdi et Samir au golf. Donc il m'a expliqué voilà c'est quoi le groupe, qu'est-ce qu'il voulait faire et tout. Pour les non-algérois qui nous écoutent, le golf c'est un quartier d'Alger. Tout à fait. Voilà. C'est pas au golf, vous n'êtes pas allé jouer au golf. Voilà, pas aller jouer au golf ou bien au golf chez les Arabes. Voilà, on s'est rencontrés, il m'a expliqué et tout. Donc voilà, donc on a commencé au début par des reprises. On a joué Territory, le Paradise Lost, beaucoup de trucs. Et là donc j'ai fait connaissance avec un guitariste qui s'appelle Yassine, il m'a été présenté par un autre ami, Najib, qui jouait dans le groupe Last Soul de Grunge. Ouais, et voilà, donc Last Soul, ouais. Donc et après donc j'ai fait la connaissance de Yassine et il est venu au répète et voilà, donc c'était le gars super doué qui jouait tout, qui jouait du Pink Floyd, du Guns N' Roses, du je sais pas moi, de Police,
il connaissait tous ses accords, il avait des solos super rapides. Et voilà, donc c'était le deuxième guitariste de Neanderthalia. Il était excellent aussi en composition. Et c'est là que les choses ont commencé. Donc on a enregistré une démo, on a fait des lives, des concerts. Donc on commençait vraiment à se sentir comme un vrai groupe. On avait des projets, donc on se voyait, comme je t'ai dit tout à l'heure, on se voyait comme Metallica. En jet privé avec les grosses bagnoles, les gros contrats, les gros lives et tout. On y croyait, donc bon, c'était bien. On jouait dans le garage. Ça avait son charme. Voilà, donc c'était ça, c'était l'époque, c'était les années 90. Et après, donc juste après, on s'est séparé de Samir. Samir, c'était donc, pour expliquer aux gens, c'était le fondateur du groupe Neanderthalia, le guitariste chanteur, parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes objectifs. Lui, il voulait faire selon sa méthode, selon ses visions. Nous, on avait d'autres visions. Et là, on a formé le groupe Litam. C'était pendant l'été 96. Et là, on a commencé donc à se fixer des objectifs. Donc, on voulait sortir un album. On a commencé à composer et voilà. Donc, on a démarché. Donc, j'ai démarché j'ai trouvé un producteur. Donc, parce qu'avant, en Algérie, il y avait deux styles qui étaient très à la mode. C'était le métal et aussi le rap. Et ce gars-là, c'était un producteur donc qui vivait en France, qui est venu s'installer en Algérie, et il a créé une boîte de production. Et voilà, donc il encourageait les groupes de métal, de rap. Et voilà, donc j'ai discuté avec lui, je lui ai expliqué, et il était tout content, donc il nous a signé. Et il nous a payé le studio, on a enregistré le premier album, donc Dal-Nar. Et voilà, donc il était distribué en cassette. Donc c'était la première cassette, c'était quelque chose vraiment on va dire, très spécial, quoi. Je m'en rappelle toujours. Je me rappelle, c'était un moment fort d'aller chez le disquaire et de demander un album produit, enregistré en Algérie par un groupe algérien de métal. C'est pas quelque chose d'anodin, c'était quelque chose de commun, spécial. Voilà, et je me rappelle être rentré, je l'ai écouté 2 fois d'affilée. Super. Je l'ai passé, j'ai arrêté, j'ai dit je vais le réécouter. Et après je suis allé voir mes potes et on l'a réécouté tous ensemble. Super. Pour te dire à quel point on l'attendait, quoi. Et j'ai une petite question par rapport au lancement de Litam, parce que dans Neanderthalia, tu jouais de la basse, mais tu ne chantais pas, à part quelques morceaux où je te voyais en backing vocals. En backing, voilà. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que d'emblée c'était toi qui as décidé d'être le frontman, ou est-ce que, comme ça peut se passer dans certains groupes, c'est par élimination celui qui est le plus apte à le faire qui finit par être au poste? Bon, avec l'ITAM, c'est-à-dire tout ce qui était extrême, c'est moi qui ai pris on va dire, parce que j'étais le plus apte, donc à chanter de l'extrême, parce que l'ITAM, la base de l'ITAM, c'était de l'extrême. Donc j'étais le plus apte, et quand il s'agissait d'autre chose, donc c'est les autres qui faisaient il y a même, quand tu écoutes Del-Nar, il y a des parties où il y a les autres qui chantent. Il y a même du chant féminin sur l'album. Non, justement. C'est Yacine qui avait la voix super aiguë, et c'est sa voix, donc voilà. J'ai toujours cru que c'était une voix. Voilà, même il y a eu des chroniques, il y a eu des chroniques sur des magazines français. Ils ont dit que c'était une voix là, féminine et tout. On lui avait montré la chronique à Yacine, et il était super furieux. Oh, moi j'ai pas une voix de femme. Ouais. Il était pas content du tout. Mais tout le monde avait une super voix, tu vois. Donc c'était différent. Donc moi c'était la voix grave.
Sabri, c'était la voix rock, la voix, on va dire, un peu 70s et tout. Et Yacine, c'était, voilà, donc c'était la voix aiguë, mélodique et tout. Donc on avait exploité ce côté-là, donc on s'était pas limité à la voix extrême. Oui. Donc voilà, donc on a exploité la richesse vocale de chacun. En fait, moi, je m'attendais à quelque chose de plus extrême quand vous avez lancé l'ITAM. Mm-hmm. Et avec le temps, en fait, j'ai mis un peu de temps à comprendre toutes les influences autres que le death metal qu'il y avait dans votre musique. Bon, je vais pas trop m'attarder sur l'aspect méditerranéen parce qu'il y a bien du flamenco, il y a du chabé, il y a des rythmes traditionnels maghrébins qui sont mélangés à du métal de l'époque. Mais il y a aussi des influences un peu gothiques au niveau du chant grave. Il y a aussi une touche. Je pourrais même comparer un peu au début de Septic Flesh sur certains passages, des guitares mélodiques très. Bon, je pense aussi l'héritage Paradise Lost. Je dis peut-être des conneries aussi, hein, j'en sais rien. C'est ma vision. C'est pas faux parce qu'on était très imprégné par les groupes de l'époque. Donc Paradise Lost, Death aussi. On aimait beaucoup Death, Carcass aussi l'époque. Le guitariste Yacine aimait beaucoup Artwork, donc il a vraiment kiffé et il s'est beaucoup inspiré de cet album. Et il y avait beaucoup d'harmonie guitaristique, beaucoup de guitares harmonisées en quinte et en tierce. Ouais. Et le deuxième guitariste, Lamine, était très heavy. Donc ça faisait comme une espèce de mélange. Voilà, donc il y avait le côté heavy, il y avait le côté métal extrême des années 90, il y avait le côté donc ça. C'est ça l'ITAM, avec une petite sauce d'influence maghrébine, comme tu as dit. Donc le concept du premier album de Delnar, c'était ça. C'était le contexte de l'époque, les styles de l'époque, avec la musique maghrébine. Et après donc on a voulu explorer autre chose. On a voulu accentuer sur le côté musique algérienne. Donc on a fait aussi des reprises de chansons du terroir. Donc comme Maqnin Zine, on a fait aussi un truc Nesrafat, c'est un rythme assez donc c'est un 5/8. Donc on l'a introduit dans le métal. Je te cache pas que c'est qu'on était sorti, c'est-à-dire que ça ne sonnait ni métal ni traditionnel, tu vois. Donc c'était quelque chose qui était entre les deux. Donc soit ça plaisait pas du tout. Et bon, surtout en Europe et tout, quand j'ai vu les chroniques et tout, il y a des gars qui me disent oh c'est quoi ça, vous devriez être signé chez Nuclear Blast, et les autres me disaient c'est de la merde quoi, c'est de la taupe quoi, c'est, tu vois, parce que ça il y avait, c'est pas assez punch, voilà, on attendait plus dans un registre très extrême. Voilà, donc j'ai eu, bon, on va dire que j'ai eu plus ça que des wow. Mais bon, c'était quand même, on avait appris beaucoup de choses. Donc, comme on dit, c'était un passage. Et après, donc, on a fait de nouveaux trucs avec l'ITAM. Malheureusement, on n'a pas eu les moyens, donc qu'il y a maintenant pour enregistrer et tout, parce qu'on a quand même pataugé. On voulait sortir le deuxième album. On a fait des démos, on les a mis sur le net et tout, mais hélas, donc c'était la fin des années 90, début des années 2000, il n'y avait pas tous ces logiciels, tous ces trucs internet, donc on n'a pas pu enregistrer le deuxième album malheureusement. Mais bon, on a fait quelques démos. Il y a aussi un phénomène dont on parlait avec Ramsey dans un précédent épisode. Il y a aussi le fait que, au niveau des musiciens de notre génération, tant qu'on était étudiant ou jeune dans l'esprit,
c'était facile de faire de la musique, de trouver du temps, mais dès que tu finis tes études, c'est une autre histoire. Il y en a souvent certains qui se marient, et une fois qu'ils se marient, ou alors dès qu'ils rentrent dans la vie active, Ouais. ils te disent ah j'ai plus le temps de faire de la musique, c'est un truc, c'est un hobby d'adolescent en fait. Ouais, Et moi, j'ai je jamais sais eu pas ce si problème. Pas moi, parce que je te rejoins, moi c'est ouais. pareil, mais est-ce que tu l'as ressenti à cette époque-là? Peut-être c'était le moment, peut-être tu as eu ce genre de crise dans l'ITAM à l'époque, je sais pas. Moi, c'était, on va dire, c'était les autres membres. Donc, Oui, ouais, c'est vrai, bon, parce qu'on approchait de la trentaine. Et donc, c'était le boulot, le mariage, il fallait se faire une situation. Moi, j'étais en plein dedans, tu vois, j'étais en oui. plein donc, je cherchais donc des concerts, des lives, des festivals et tout. Et les autres étaient plus penchés sur le côté travail, mariage, tu vois. Donc Oui. ça a créé quand même un déséquilibre, d'où la raison pour laquelle l'ITAM a splitté. Donc c'est ça. Donc la situation, donc arrivé à un certain âge, donc on fait des choix dans notre vie. Oui. Mais chacun comment il perçoit les choses, parce que moi j'y croyais vraiment, donc moi je voulais vraiment faire carrière, je voyais les choses autrement. Mais bon, Mhm. avec le temps maintenant, c'est-à-dire je fais toujours ça, donc ça ne m'empêche pas de le faire et je me fais Oui. plaisir. Je veux faire un single, je fais les choses comme je les sens. C'est-à-dire, je n'ai pas d'obstacles, de contraintes. Comme ça, je mets des barrières et tout. Je me dis ouais, c'est la vie. Ouais, on n'a pas le temps, on n'a pas. Moi, je suis pas comme ça, quoi. Quand je veux Oui, oui, faire oui, bien quelque sûr. chose, je construis tout autour de ça et je le fais. Donc, Oui. c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc l'ITAM arrive à sa fin, Voilà. malheureusement. Donc pas de deuxième album. Pas de deuxième. Et mais vous avez quand même fait une ou deux dates en Europe aussi Ouais, on avant avait ça. fait en janvier 2004, donc c'était en Belgique. Donc on avait joué avant en 99 en France, à Lille. Donc c'était un truc organisé par des trucs algériens ici. C'était un truc qui se faisait ici et après on allait jouer là-bas. Donc Mhm. c'était plus dans un contexte musique algérienne. Il y avait plein de groupes algériens. Donc c'était D'accord. c'était pas un truc très métal. Mais en 2004, Mhm. donc donc on avait fait une mini tournée, donc on a fait 4 dates en Belgique. On avait débarqué en Belgique, donc la première date c'était un festival, donc on était à Max, c'était comme un choc quoi. Donc ça s'appelait le Ouais. Front Fest. Donc il y avait des groupes super bons de l'époque. Il y avait, je sais pas si tu te rappelles, donc Polluted Inheritance, Blasphemer, Mhm. les groupes hollandais là, des groupes Bile, un groupe belge. Tu vois, c'était les grosses pointures underground de l'époque, Prostitute Disfigurement. Donc c'était Ouais, ouais, très ouais. les Epic Crimes et tout. Donc c'était Ouais. impressionnant. Donc nous on arrivait, on était tout timide là. On commençait à jouer, on n'avait pas de backline, on savait pas comment que ça se passait, donc et on savait pas. Bon, le batteur avait ramené son pied de grosse caisse et ses baguettes et tout, mais on savait pas comment que ça se passait. Le guitariste avait que son petit multi-effet là, le Boss GT3 là, donc Ouais. on on savait pas qu'il fallait ramener du backline, on savait pas euh, qu'il y avait un line check. Nous on pensait que c'était comme on faisait, donc il y avait une balance, il y avait T'avais tout ton donc nous temps pour faire le ouais, ouais. son. Ouais. Et nous on avait débarqué, donc c'était à nous de jouer, donc on était sur scène, donc ouais, on faisait le line check 5-10 minutes, après tu commences, donc c'était un peu je sais pas moi, c'était nouveau pour nous, donc C'est la mais douche quand même froide. voilà, ouais, franchement c'était une douche froide. Mais ça s'est bien passé quoi, donc on a quand même bien joué. Ça nous a plu, donc après quand voilà, donc on a fait d'autres dates, dans des dates underground, et c'est là que, c'est-à-dire
que je commençais à comprendre comment ça se passait réellement. C'est-à-dire quand on avait joué en Belgique. Et là, donc, on va dire c'était le tournant pour l'ITAM, parce que les autres avaient vraiment compris que c'était pas aussi facile qu'on le croyait. Donc, que l'underground, c'était quelque chose de très difficile, qu'il fallait vraiment aimer, qu'il fallait vraiment donner du sien. Et c'est là que vraiment l'ITAM on va dire, ça a vraiment baissé là. Après être retourné de Belgique, donc c'était là, donc c'était la grosse claque. Mais bon, ça nous a quand même apporté une très bonne expérience. Moi, j'en garde toujours de très bons souvenirs. Voilà, donc on avait joué en Belgique. Après, on avait fait le Maroc aussi. Oui. C'était. Je savais pas que vous aviez joué au Maroc. Si c'était le boulevard des jeunes musiciens en 2004. C'était super, quoi. Donc c'était le super gros événement. Donc dans un stade, il y avait beaucoup de monde. Je crois qu'il y avait 4000, 5000 personnes, un truc comme ça. C'était super bien organisé. Tout était pris en charge. On avait joué on avait même fait une reprise de Territory avec un groupe local là-bas. Mais c'était vraiment super, quoi. Et le festival il existe toujours. C'est d'ailleurs donc 20 ans après et il est toujours en marche. Et voilà, donc c'était bien parce que l'ITAM commençait à se faire un nom au Maroc, Tunisie. Donc on allait aussi faire la même année on allait faire le festival méditerranéen de la guitare en Tunisie. Malheureusement, notre batteur a eu des soucis donc dans son boulot, quoi. C'est ce que je te parlais, tu vois. Donc oui, il faut faire des choix. Ouais. Voilà, c'était l'année où il fallait faire le choix. Et bon, chacun a fait son choix comme il l'a senti et voilà, hein, donc c'est la vie, quoi. On peut pas revenir en arrière. On va un petit peu accélérer parce que il y a beaucoup de choses à raconter sur l'ITA, mais c'est surtout la période que j'ai connue au pays, parce qu'après moi je suis venu en France et j'ai suivi de loin après ce qui s'est passé. Donc la chronologie je l'ai pas exactement, mais l'ITAM ça s'est arrêté en 2004 ou 2005 ou peut-être même 2006. On avait joué le dernier concert en 2008, mais bon. D'accord. Voilà, 2008, donc c'était un truc, on était invité à jouer avec, c'était un truc, le groupe Zaire a fait fêter ses 10 ans ou un truc comme ça. Mais avant, officiellement, je pense que on avait même fait aussi les live festivals en 2005. Mais on va dire que ça s'est vraiment arrêté en 2005-2006. Voilà, c'était la fin de l'ITAM. Donc 10 ans, le groupe a duré environ 10 ans. On a fait quand même. C'est déjà un exploit vu le contexte. Sûr. Vu le contexte et vu les moyens qu'on avait et ce qu'on a pu accomplir aussi. Donc on n'avait pas de moyens, on n'avait rien, et aussi comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas de modèle. C'était nous les premiers, c'est-à-dire on savait pas comment faire, on savait pas comment les choses se passaient. On avait personne à qui demander ou voir, il y avait pas d'internet, il y avait pas de, tu vois, donc on fonctionnait à l'instinct. Et bon, on a fait ce qu'on a pu et voilà. Trial and error. Voilà, c'est ça. Voilà, et puis j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes projets lorsque tu as fait de la promotion du métal en Algérie à travers le festival, le webzine. Donc tu avais vraiment commencé à prendre tout le scope de l'activiste underground. Donc j'aimerais que tu parles un peu de ça. Ouais, j'avais commencé en 2001, un truc comme ça. J'ai fait des fanzines, j'ai fait le site Lela et le Metal.
Donc au début, je voulais faire un truc spécial métal algérien. Il y avait pas d'enregistrement de groupe. Il y avait qu'un seul. Il y avait Lita, mais il y avait un groupe constantinois qui s'appelait Entropie. Oui, je me rappelle d'eux. Ouais. Et après, donc, je me suis dit bon, on va un peu élargir. On va faire le métal au Maghreb. Donc, et c'était toujours le même problème. Il y avait au tout 5-6 groupes. Donc, je me suis dit bon, on va agrandir encore et on va faire métal arabe. Et là, ça commençait à devenir intéressant. Donc, j'étais contacté d'un peu partout dans le monde. Je recevais donc dans ma boîte aux lettres chaque 2-3 jours, j'avais un CD, j'avais des trucs là, we want to review, interview, des trucs comme ça. Et donc c'était bien quoi. J'avais fait un fanzine, j'avais fait deux numéros du fanzine, les Lahel Zine. Et j'ai fait aussi le festival Les Live Festival, donc il y avait 2002, 3, 4, 5, il y avait 5 éditions du Les Live Festival. Ouais, donc c'est cool ça. Ça commençait à prendre de l'ampleur, il y avait des groupes internationaux qui sont venus jouer, enfin des groupes français quoi. Donc il y avait Bloody Sign. Bloody Sign et Slavery. Slavery, voilà, les Parisiens de Slavery. Ah, franchement, c'était super, quoi. C'était, il y a les vidéos sur Internet des deux concerts, quoi. Et c'était vraiment autre chose, quoi. Même le public a adoré, avait une superbe ambiance. La salle était archi comble. Le groupe, les groupes ont vraiment kiffé. Il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose de magique, quoi, qui se passait. Oui. Il y avait aussi tous les groupes algériens. Il y avait des groupes de beaucoup de wilayas. Donc il y avait un esprit, quoi. Mais hélas, ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas continué. Sur le long terme, quoi. Voilà, sur le long terme, parce que il y avait un problème de logistique, il y avait aussi un problème de rentabilité. Donc j'avais perdu beaucoup d'argent donc dans les dernières éditions. Mais bon, on s'est fait plaisir. Il y avait une bonne ambiance. On a passé d'excellents moments, quoi. Et c'était le but, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Moi, je me rappelle de ton webzine parce on t'avait envoyé la démo de notre groupe. Ouais, c'est vrai. On avait fait la démo avant que la moitié du groupe ne vienne en France. Ouais. Et donc on avait fait ce dernier, c'était un témoignage de cette première période et on espérait continuer en venant en France, avoir plus d'opportunités et faire grandir le groupe. Ouais. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça, avec une moitié qui est restée, qui n'avait pas trouvé comment continuer, donc c'est difficile quand t'en as qui ont accès aux salles de répète, accès un petit peu au réseau, mais tu es un peu handicapé parce que ton groupe il est à 2000 kilomètres, enfin le reste de ton groupe. Donc ça a donné qu'il y a eu au moins trois groupes qui ont émergé de ça ici en France, qui a eu Arcane, Acil, et puis bon, moi avec Corrosive Element, c'est les 666 autres groupes que j'ai. C'est la continuité de cette expérience de premier groupe. Donc je vais revenir à tes festivals. Je crois savoir qu'après ça, tu as eu une période où tu t'es un peu retiré ou que tu as levé le pied en tout cas sur on va dire un petit peu ces activités. Voilà, oui. Bon, après, il y avait Carnavage. Donc, c'était le premier groupe, voilà, du grindcore. Donc, c'était avec les blues, et du faux sang et tout. Donc, c'était aussi quelque chose de nouveau. Les blues médicales, hein. Voilà, les blues médicales, voilà. Avec les bavettes, là, très Covid. Voilà, d'ailleurs, on avait fait un titre de Carnavage en plein Covid. Donc 2 titres, on a fait 2 titres avec le chanteur. Et voilà, donc c'était Carnavage. Après, donc j'ai joué un peu avec le groupe Devast, donc j'ai fait un peu les voix.
Et après, donc, je me suis mis en même temps, je me suis mis aussi à l'enregistrement. J'avais fait enregistrer des groupes comme Devas, comme Satanakia, comme Democratia. Donc, je me suis mis à la prod. Et en même temps, donc, après, on va dire 2 ans, donc j'ai commencé à reprendre la guitare. C'était en 2008. Voilà, j'ai commencé à jouer à la guitare et tout. Et je me suis dit, voilà, bon, il faut que je forme mon groupe et que je joue à la guitare. Et voilà, donc, j'ai commencé à composer des petites démos, des trucs un par-ci par-là. Et j'ai fait les LAL, donc, voilà, donc j'ai commencé à faire une démo avec 7 titres qui n'est pas paru, donc je l'ai distribué nulle part, elle est toujours dans mon disque dur. Bon, parce que c'était c'est pas suffisant pour tes standards. Enfin, c'était un super mélange, donc ça ressemblait à du Litam, ça ressemblait à des trucs un peu old school, donc c'était un peu un mélange de tout ça. Et après, donc, il y avait le premier EP de Lelael, voilà, donc, qui est sorti en 2012 dans un label polonais chez Gorissimo Records. Et voilà, donc, après, c'était le deuxième album de Lelael et les tournées, les lives et tout. C'est là qu'on a commencé à se remettre en contact. Voilà, on s'est remis en contact, on a fait des scènes ensemble, voilà, donc c'était. Trouver comment vous programmez sur une date à Paris. Le Skull Crusher Deathfest. Skull Crusher, ouais, Deathfest, deuxième édition et dernière jusqu'à présent. Dommage, ouais. Ouais, j'ai beaucoup de demandes pour remettre ça, mais avec le temps et puis bon, c'est un peu compliqué mais bon, je lâche pas l'affaire. Je pense que j'en ferai un troisième au moins. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'était une bonne expérience de vous avoir. Ouais. Tu parles du premier EP et ça rejoint une question que je te poserai. Je vais te la poser maintenant. Ouais. Sur le premier EP de Lelael, tu reprends Freezing Moon de Mayhem. Ouais. En fait, pour moi, t'as toujours été le death metal, tu vois. Ouais. Et cet attrait au black metal, bon, je sais que t'en as écouté forcément à l'époque, à la grande époque du black metal des années 90. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre Mayhem sur Parler de la haine? Et je sais que ton single, j'avoue que j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais j'ai vu que c'était du black metal. Donc, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers le black metal? Quelles sont tes affinités avec ce style? Bon, on parle d'abord de Mayhem, donc oui. Freezing Moon, donc j'adore ce titre, quoi. C'est un titre super, quoi. Pour moi, je sais pas comment t'expliquer. Donc je voulais faire une version death metal, donc oui. De Freezing Moon, donc à la sauce de Lelael. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai commencé à jouer sur les trucs là, essayer de faire les riffs, de on va dire death metaliser le titre. Oui. Voilà, donc donc ça a donné ce que ça a donné. Et pour mon penchant au black metal, donc j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours, c'est-à-dire la voix que j'utilise, donc elle est vraiment, c'est-à-dire elle colle bien pour le black metal depuis toujours, même sur l'Itam et tout. Ah, oui. Donc il y avait des screams un peu comme on disait les black metal shrieks. Shrieks, voilà, c'est des shrieks, voilà. Donc et là donc sur le single. Bon, comme tu dois le savoir, je travaille beaucoup ma voix, donc oui. Je fais des enregistrements, plein de trucs avec les groupes, donc je maîtrise mieux maintenant. Avant je faisais 2 voix, donc c'était le death metal et le black metal, les deux types de voix. Maintenant, j'arrive à faire 15 types de voix différentes. Et voilà, donc
et je me plais bien dans ce style, quoi. J'aime beaucoup donc des trucs on va dire comme Megwa, comme des trucs comme Bolger, comme donc des trucs vraiment atmosphériques, ambiants. J'aime bien Oui, cette atmosphère. oui. Et voilà, donc je me suis mis à composer, j'ai fait ce titre. Bah, j'ai trouvé que ça sonnait bien et je me suis dit allez, il faut que je fasse un single, pourquoi pas. Donc j'ai mis les textes, j'ai mis la voix, j'ai fait appel à un batteur. Et Mhm. voilà, donc il a posé ses trucs et fait le mixage, on a fait le mixage mastering, voilà, la petite vidéo et tout, et j'ai balancé ça sur le net, et voilà, je me suis fait plaisir, bon, parce que quand même ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti quelque chose, depuis 2018, après il y a eu Oui. le Covid et tout, donc voilà, donc j'avais pas sorti quelque chose. Et franchement, ça m'a fait super plaisir parce que c'est un truc que j'ai fait des trips et beaucoup de personnes ont compris le message parce que j'ai pas donc c'était pas du tout technique, c'était pas quelque chose de ouais 50 notes à la seconde, il faut que ça soit Oui. rapide. Donc j'ai fait un morceau super lent, donc c'est du 100 BPM. Mhm. C'est un morceau donc super lent et voilà donc je me suis fait plaisir et c'est ça, j'adore ça. Voilà. Et donc, tu sors un EP. Pour le moment, il y a juste ce titre ou il y a d'autres enregistrements en stock. Ouais, Et bon j'ai deux autres titres. Ils sont on va dire presque finalisés. Donc Mhm. je vais probablement sortir le deuxième single donc en automne. Oui, Voilà, donc en automne. Et je sortirai le troisième single peut-être en janvier ou en février, un truc comme ça avec l'EP. Donc il sortira avec l'EP. Voilà, d'accord. donc pour l'instant, c'est ce que j'envisage avec ce projet. Après, on verra selon les retombées, selon comment va être la réaction. Mais en tout cas, je suis vraiment content parce qu'il y a eu un excellent feedback et je m'y attendais pas à ce point. Donc, Ça, mais ça encourage toujours. ça encourage toujours. Voilà, c'est ça. Et Leila, elle, du coup, depuis 2018, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Où ça donc en Léla N. est? Voilà, Léla N, on a fait donc notre dernier concert, c'était en octobre 2019. Donc c'était le Bilbao Death Fest. C'était un Mhm. super festival. Donc il y avait Master en tête d'affiche. Ok. Ouais, moi, ça me c'est super bizarre de voir Paul Speckman euh, jouer. Et après, tu le vois dans le merch là, parce que Ah oui, moi, ouais, parce que j'ai c'est une découvert légende Master. pour nous. Ouais, j'ai découvert dans la compile. Je sais pas si tu te rappelles, Death is just the It's just the beginning. beginning, Le bien sûr. numéro un, il y avait Master, Je vais te dire comment je l'ai rencontré, Paul Speck. ouais, 2004, ouais. ça faisait un an que j'étais sur Paris. Et Mhm. j'apprends que Dismember allait venir jouer sur une péniche Ah pour ouais, 10 euros. Une péniche qui prend 80 personnes. ah, Donc c'était le concert à ne pas rater. Je vais te dire, en plus, en première partie, écoute mhm. bien, il y avait Psychroptic Oh, excellent. Ouais. et Anata. Attention, Ah ouais, Anata, ouais, ouais, c'est, Anata, le groupe suédois. ouais. Date improbable de nos jours pour te dire que c'est une date comme ça underground sur une péniche, 80 personnes maxi. Mhm. Enfin, c'était dingue. Donc, je vais voir Dismember, je vais voir le merch. Qui c'est qui tenait la table de merch? Paul Paul Speck. Speckman. Ah ouais. Et là, je fais, Are you the guy from Master? Yes, I am. What Ouais. do you want to buy? Ah, direct. Direct. Ouais, Et je me rappelle, je vais filer une démo de Worth. ouais. Je me suis dit, bon, ce monsieur, il est en partie responsable du death metal que j'écoute.
il a une part dans l'histoire du style, donc ça me ferait plaisir qu'il me dise ce qu'il en pense. Voilà. Bon, je pense qu'il a dû le jeter en partant, il a dû jeter le CD en partant, parce que je l'ai recroisé quelques temps plus tard sur un autre concert, et je lui ai demandé ce qu'il avait pensé. Il fait, on s'est déjà vu. Bref, mais en tout cas, c'est un vrai warrior du métal, hein, il continue. Et... Moi, ce qui m'a impressionné, c'est il était devant son truc de merch à fond, quoi. Après avoir fini le concert, il allait directement au merch, il comptait ses sous, il plaçait ses CD, ses t-shirts. Il est toujours à fond, quoi. C'est lui qui fait son propre merch, mais c'est aussi le merch guy sur beaucoup de tournées de groupes de métal extrême en Europe. Ouais, souvent, il accompagne les groupes. Voilà. Il a une vie simple. Il vit en République tchèque depuis une vingtaine d'années. Il a même joué dans Krabator à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, je passe un coucou à mon pote Chris de Innate, le fanzine Innate. Je sais pas si tu as connu ça à l'époque. Je m'en rappelle pas. C'est un fanzine des années 90 avec Sampler à l'époque, et il est très 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 friand de cette scène death metal des pays de l'Est. Je pense que je vais l'inviter bientôt, le Chris. Je sais qu'il aime pas qu'on le mette sous les projecteurs, mais il a beaucoup de choses à raconter. Il a interviewé beaucoup de monde. C'est lui qui a le mini label et la chaîne YouTube Metal Exhumator. D'accord. Et en fait, son dada, c'est d'interviewer les groupes cultes, parce qu'il les côtoie, parce qu'il travaille chez Metallian, donc il a aussi cette casquette-là, mais son truc aussi, c'est d'exhumer des vieux groupes des années 90, des groupes underground. Et c'est comme ça que d'ailleurs, avec Music Eye, on a fait notre première signature, c'est qu'il a Carpathian Relict, qui est un groupe ukrainien, mais lui, il les a connus quand ça s'appelait Orthodox, groupe de death technique ukrainien qui se sont exportés en Pologne. Ils se sont exilés en Pologne à l'époque. Et donc, il les avait contactés, qu'est-ce que vous devenez et tout, et ils lui ont dit, voilà, on a changé de nom, on s'appelle Carpathian Relict, on a un album, on n'arrive pas à le sortir. Et c'est comme ça que Music Eye a fait sa première signature et a sorti l'album de Carpathian Relict, et on a ressorti aussi l'album d'Orthodox, rebadgé avec le logo Carpathian Relict, une nouvelle pochette, et Chris est très pote avec Paul Speckman. D'accord. Pour te dire que c'est un petit monde. Bon, allez, on invitera Chris, il nous racontera tout ça. Voilà. Mais tout à fait. Je reviens un petit peu sur ton actualité. Donc les Lael, tu m'as dit Bilbao, dernier concert. Donc c'était le dernier concert. Donc après, donc on devait jouer en 2020 avec le festival là de Guernsey festival. Oui. Connecticut chez les potes, voilà. oui. Voilà, chez les chaînes, voilà. Ouais. Donc chez les Savage Brothers. Et là, donc, comme on sait bien, il y a eu le Covid, donc toutes nos vies ont été bouleversées, donc de près, de loin, dans tous les domaines. Et voilà, donc c'était difficile dans les premiers temps de reprendre. La vie elle a changé, donc voilà, on n'avait pas je sais pas moi. Tout le monde était dispersé, tout le monde avait des problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes familiaux, il y en a qui ont eu des problèmes au boulot, des problèmes de santé, beaucoup de problèmes. Donc tout le monde était dispersé autre part. Donc c'était très difficile pour nous de se réunir, de penser à faire de la musique. Et bon, maintenant les choses commencent à se remettre en place. Et peut-être, bon, je sais pas moi, d'ici quelques mois ou bien, je sais pas, je vais voir avec les Lael, on va essayer de faire un troisième album.
Et voilà, donc après, on verra peut-être des tournées, peut-être, je sais pas ce qui va, comment que ça va se passer, mais c'est en vue, quoi, les Lahel, le troisième album et tout le reste. Super, super. Ouais. Je pense qu'on va clôturer pour cet épisode. Eh ben, excellent. En tout cas, Et encore une fois, ça nécessitera de te réinviter parce qu'on a juste survolé tes activités, voilà. Voilà, il faudra peut-être 3 ou 4 heures d'émission pour parler de toutes les choses. Oui, j'aurais aimé qu'on parle de ton utilisation de la voix comme comme un instrument, c'est-à-dire tu l'utilises pas uniquement comme une couche supplémentaire qu'on vient mettre sur un morceau. J'ai appris ça avec le temps, donc quand je place ma voix, quoi, c'est un truc à part, quoi. Il y a beaucoup de groupes ou de chanteurs, on va dire, qui suivent la musique. Moi, j'essaie de créer quelque chose à part et aussi d'apporter mon style. Il y a quelque temps, bon, j'ai essayé un truc super bizarre, quoi, un truc c'était juste une idée, bon, ça sonne pas encore. C'était de mettre 4-5 voix, donc avec un stéréo et tout, avec une batterie seulement. Donc il y a une voix qui fait la basse, la rythmique et voilà le lead au milieu. Bon, c'est un peu, on va dire, c'est expérimental. Voilà, c'est super expérimental, mais bon, ça pourra donner quelque chose d'ici quelque temps. Mais bon, c'est d'accord. Voilà. Et donc bon, voilà, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de techniques. Je donne aussi des leçons en live pour ceux qui veulent apprendre à chanter en voix extrême. Donc c'est des leçons sur Skype d'une demi-heure, d'une heure ou plusieurs leçons, donc selon comment les gens veulent apprendre. Et bon, ça marche bien, il y a d'excellents feedbacks. J'ai aussi fait participer dans un logiciel qui s'appelle Voice of Rage, c'est un logiciel sur contact. J'ai samplé ma voix dessus. Donc vous pouvez l'acheter, donc ça c'est la compagnie Sound Iron. C'est un truc américain, ils ont fait la première version et sur la deuxième version, ils ont rajouté mes samples de voix. Ah, c'est super sympa, quoi, c'est on va dire tu te diversifies, tu voilà, fais des choses. Voilà. Ça te fait pas peur qu'on utilise ta voix, ça va pas te faire bizarre Bon, au contraire, ça me fait plaisir, quoi, voilà, de l'écouter un peu partout, donc bon, ça me dérange pas, quoi, c'est. D'accord. Ouais, okay. Voilà, c'est ça, donc c'est en ce moment, voilà ce que je fais, donc point de vue musical, ça me prend du temps et ça me permet de m'évoluer et ça permet aussi de rentabiliser aussi le temps, de rentabiliser mes activités. C'est une autre façon de faire, quoi. Et tu peux nous rappeler du coup le nom du single que tu viens de sortir? Ouais. Le nom du single c'est Furry Flight. Donc c'est le concept, c'est quelqu'un donc quand il est jeune, donc il commence à grandir, il se croit parfait. Donc il se croit qu'il n'a pas de défaut, qu'il est le meilleur au monde. Et après, quand il commence à grandir, il commence à s'apercevoir de ses défauts et il essaie de les corriger. Donc à chaque fois, il essaie de se corriger. Mais en fait, quand il essaie de se corriger, il sait pas qu'il est en train de se détruire. Donc parce qu'on est comme on est, quoi. On est avec nos qualités et nos défauts. Bon, on peut corriger les grandes lignes, on va dire. Mais là, le mec, il est allé en détail et à la fin, il se détruit complètement. Voilà, il se déconstruit. Voilà, tout à fait. D'accord, très bien. On mettra les liens forcément avec le podcast pour te suivre sur les réseaux, pour écouter ta musique, pour découvrir ton univers pour ceux qui connaissent pas, et puis surtout garder le contact pour ceux qui ont connu à l'époque.
En tout cas, Douane, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Plaisir partagé. Et je te laisse avec le mot de la fin. Bah, merci beaucoup. Moi aussi, je t'encourage. C'est un super concept. Donc, le Tipeee and Friends. Et voilà, donc il faut continuer, chacun de son côté, chacun comme il peut. Donc moi j'encourage des gens qui font des choses, qui apportent quelque chose, qui essayent de faire découvrir des gens, d'essayer de faire découvrir des talents. Donc en tout cas, ben merci beaucoup de m'avoir invité. Et on essaiera de remettre ça plus tard. De toute façon, on va être amené à reparler de tout ça parce que on a participé à un projet en commun, un projet de notre ami Bilal et de son documentaire pour lequel nous avons été sollicités. En tout cas, moi, c'était un grand honneur de pouvoir participer. Donc, c'était une super expérience. Et lorsqu'il sera un peu plus abouti, on en reparlera ici dans le podcast. Mais en tout cas, on a pu collaborer là-dessus et c'est une super expérience. On reviendra là-dessus en temps voulu. Voilà. Merci encore, Douane, pour ton temps, pour ces échanges. Et puis, à très bientôt. On se remet ça. Merci. Ok, allez, salut. Ciao.